Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Ce soir, je reçois mon nouvel invité. Il s'appelle Mathieu, il est en direct de son téléphone et je vais lui dire bonsoir et je vais le laisser se présenter. Salut à toi Mathieu, comment tu vas ? Salut, bah écoute, ça va très très bien. Ouais, bah c'est bien gentil de ta part là, tu vois, là je vais te donner du behind the scene. La semaine dernière, on avait déjà enregistré le podcast et au moment de faire la réécoute, je me suis rendu compte que je suis pas un professionnel encore, donc le son était de qualité médiocre et donc tu as accepté de refaire cette interview. Donc tu vois, contrairement aux professionnels de la radio, tu vois, au moins une chance que j'ai pas de payer, quoi. Tu vois, c'est déjà une chance. C'est sinon aussi comme ça qu'on apprend. Hein, ouais, exactement. Mais sinon je t'aurais pas réinvité s'il fallait payer. J'avais pas les moyens. En tout cas, écoute, donc je suis vraiment content là de t'avoir. Donc là, le podcast là de cette semaine, c'est concernant les professions réglementées puisque tu en occupes une. Donc, je vais te laisser te présenter tout simplement. Vas-y. Donc, moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans et je suis arrivé au Canada en juillet 2017 avec ma femme, avec un permis jeune professionnel. Et puis voilà, après j'ai continué à faire mon petit bonhomme de chemin au Canada, permis jeune pro. J'ai fait ma demande de CSQ et puis ma demande de résidence permanente. Et puis là, nous sommes résidents permanents officiellement depuis le 11 janvier, je crois. Je te félicite, voilà. C'est bien, ça a été quand même assez rapide. Merci beaucoup. Disons qu'à l'époque, parce que ça a changé, à l'époque, l'avantage, c'est qu'on pouvait faire la demande de CSQ au bout de 1 an. Via le PEQ, c'est ça, via le programme d'expérience québécoise, donc qui permet avant la réforme qui date. Je pense que la réforme c'est l'année dernière, c'est ça. Elle date de l'année dernière la réforme. La réforme, elle a été adoptée, l'été dernier. Ouais, c'est ça. C'est les gens qui font la demande de CSQ avant l'été dernier ou après l'été dernier, c'est ça qui a changé, quoi. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir le CSQ assez rapidement. Et puis après embrayer avec la résidence permanente. La résidence permanente, en tout, il a fallu quasiment 2 ans pile poil pour l'avoir. 2 ans pile poil là, et juste là comme ça là, je fais pas les questions dans l'ordre là, mais combien ça vous a ton processus d'immigration au complet, toi, il t'a coûté combien? Alors si on parle que de l'administratif, en fait il y a 2 choses à prendre en compte. C'est d'une part tout ce qui est CSQ, PEQ. La résidence permanente, là, à 2, on a dû en avoir pour 3 500 $, tout compris avec les visites médicales et tout ça. Et après, il y a autre chose à prendre en compte. Moi, comme tu disais, j'ai une profession qui est réglementée, donc qui est régie par un ordre, ce qui fait que quand je suis arrivé, parce que je suis opticien, ça je l'ai pas précisé. Ouais, on va y revenir après, de toute façon, mais là, justement, vu qu'on était là-dessus, au moins, comme ça, c'est déjà évacué. Tu vois, on rentre dans le vif du sujet, comme ça, les gens, ils continuent d'écouter. Alors, donc en tant qu'opticien, donc j'ai dû faire une équivalence pour que mon diplôme français puisse être validé avec cette équivalence et transformé entre guillemets en diplôme québécois. Et l'équivalence, moi ça m'a coûté à peu près 5 000 $. De juste faire l'équivalence, hein. Ouais, ça prend tout. C'est-à-dire que l'équivalence, il y avait dans ces 5 000 $ là, je crois que c'était 4 800, quelque chose comme ça. Bref, dans cette somme-là, il y avait les cours, la présentation aux examens écrits et oraux. Donc c'est vraiment un grand total, sachant qu'après, pour relativiser un petit peu, j'ai dû en récupérer, on va dire, 75-80% lors du retour d'impôt de l'année suivante. Ok, t'as pu le mettre sur tes taxes et de les récupérer. Ouais, donc c'est quand même un coût global à peu près 8 000 $, quoi, au total de processus d'immigration. Donc c'est de l'argent qu'il faut quand même que tu sors clair de tes poches, quoi. Voilà, même si à un moment donné, même si tu as un retour d'impôt après sur l'équivalence pour le tu l'as un an plus tard, hein. Ouais, tu l'as 1 an plus tard, donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même sortir l'argent, quoi. Ok. Donc comme tu le disais, t'étais opticien en France, donc explique un petit peu, tu faisais ça, qu'est-ce que t'avais, tu bossais pour quelqu'un, t'avais ta propre entreprise, comment c'était pour toi un petit peu quand tu vivais en France? En France, en tant qu'opticien, j'ai tout fait. Dans la mesure où j'ai commencé, j'ai fait mes études en alternance, donc j'ai commencé à travailler en tant qu'apprenti. Après d'apprenti, j'ai été embauché
en tant qu'opticien salarié. Là, j'ai évolué à différents postes jusqu'à être l'équivalent ici d'assistant gérant puis gérant. Et les 7 ans avant d'arriver au Canada, j'avais mon entreprise, j'avais ma boutique. Ok, donc qu'on avait monté avec un ami à moi. Et qui on a fait notre petite vie comme ça avec la boutique, et puis quand moi j'ai décidé de partir, donc mon associé a racheté mes parts, et puis il continue l'aventure tout seul de son côté, et puis moi je suis parti vers de nouveaux horizons. Et justement, mais alors pourquoi comment t'es quand même, c'est quand même une job, c'est un bon boulot, t'avais un statut, t'étais chef d'entreprise, qu'est-ce qui fait que à 35 ans tu décides de te dire je vais aller vivre au Canada, enfin pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plusieurs choses. Il y avait alors ce qui a pesé beaucoup dans la balance en fait, c'est que ma sœur habitait ici quand moi je suis arrivé. Ma sœur vivait déjà ici depuis 4 ans. Et puis elle me disait le Canada c'est bien, le Canada c'est ceci, le Canada c'est cela. Et puis moi petit à petit ça a germé dans ma tête l'idée de tiens pourquoi pas faire autre chose, puisqu'apparemment le Canada c'était vachement bien. Et en parallèle de ça, je trouve que la situation malheureusement en France c'est pas mal dégradé. Que ce soit au niveau politique, au niveau sécurité, et malheureusement quand t'es chef d'entreprise en France, c'est bien parce que t'as une certaine liberté, mais tu te rends compte que malheureusement t'as toujours des comptes à rendre, que ce soit à ton banquier, à ton comptable, à l'État, et pas que je veuille faire le pleurnichard, mais quand on dit qu'en France les petites entreprises en France sont surtaxées, elles sont vraiment surtaxées quoi. C'est une horreur absolue quoi. Moi je me rappelle à une époque ils nous avaient fait miroiter, ils avaient enlevé une taxe, je sais plus ce que c'était. Donc nous l'avantage c'est que cette taxe là ça nous coûtait 5 000 euros par an. Donc le jour où on te dit bah tiens sur ton bilan tu vas récupérer 5 000 euros, t'es super content. La première année on a effectivement récupéré 5 000 euros, enfin on a évité de donner 5 000 euros au gouvernement. Et puis l'année d'après, ils nous ont sorti une nouvelle taxe, et puis cette taxe-là nous a coûté 8 000 euros. Donc tu dis ouais, négatif, ouais, ok. Faut, sur une année, je m'y suis retrouvé, j'ai évité de payer 5 000 euros, mais l'année suivante, tu m'as foutu une douille à 8 000. Bon, je veux bien. Et puis le problème, c'est que c'est des surprises comme ça, quasiment en permanence, quoi. Ouais, t'en as eu ras-le-bol de ça, puis tu t'es dit je vais aller voir ailleurs ce qu'il est possible de faire. En fait j'en ai eu ras-le-bol parce que je me suis rendu compte qu'au bout de 7 ans, malgré un chiffre d'affaires qui progressait, tout l'argent qu'on avait en plus, il était pas pour nous en fait, et ça c'est aberrant. Ouais. Moi j'ai trouvé ça aberrant. Alors après je trouvais ça aberrant parce que on était une toute petite entreprise, on était 2 salariés, donc mon associé et moi, on n'avait pas un chiffre extraordinaire, donc je pense que pour une entreprise qui génère plus d'argent, elle s'en sortira certainement mieux. Mais pour une petite entreprise, non, franchement, c'est compliqué. Et puis j'en ai eu marre. Ouais, donc c'est vraiment un ensemble de choses en fait qui m'ont fait dire, écoute, on va essayer le Canada, on va voir comment ça se passe, et puis mais c'est ça, c'est toujours à chaque fois, c'est un petit peu là j'aime bien poser cette question à mes invités, parce que à chaque fois je me dis mais pourquoi le Canada? Il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, tu sais, dans les médias ils parlent toujours de la Suède, de la Norvège, tu vois, ils citent toujours ces exemples là, tu vois, c'est vrai, on parle, tu sais, je sais que le Canada est devenu à la mode depuis quelques années, ça c'est un fait, et puis le Canada fait quand même beaucoup de je sais pas si je peux employer le mot propagande, mais bon, ils font quand même beaucoup de publicité. Venez au Canada, c'est bien, etc. Dans la mesure où ils envoient des chasseurs de tête en France et puis qui participent aux journées Pôle Emploi pour faire de la pub pour le Canada, oui, c'est de la propagande. Oui, mais ouais, non, t'as raison, c'est bon. Ah, me pars pas sur le sujet, je vais me lâcher, arrête. Ouais, non, après c'est très bien. Hein. Moi, je connaissais quelqu'un, il était ingénieur aéronautique, c'est Bombardier qui est venu le chercher chez lui, ils ont quasiment frappé à sa porte. Alors, ils disent bonjour, tu nous intéresses, est-ce que tu veux pas venir travailler au Canada? Le mec a dit oui, et puis là, c'est carrément Bombardier qui s'est occupé et qui a payé tout son process d'immigration. Donc, à un moment donné, ils ont quand même besoin de main-d'œuvre, et bon, ils viennent la chercher en France, entre autres. Et puis pour nous, Français, il faut quand même pas oublier que le Québec, c'est une province qui est francophone, donc on n'a pas la barrière de la langue, contrairement à d'autres pays dont tu parlais. Donc c'est aussi une certaine facilité, j'ai envie de dire.
Ouais, effectivement. Donc, mais là, comme tu disais, c'était quoi là, justement, la perception que tu avais du Canada? Parce que bon, c'est un peu biaisé parce que ta sœur t'a donné beaucoup d'informations, j'imagine. Mais toi, quand tu t'entendais parler du Canada, marcher en mille à neige, les grands espaces, c'était quoi la perception? Tu sais, je veux dire, au niveau social, c'était quoi l'idée que tu avais avant de le vivre, quoi? Comme tu disais, le problème c'est que j'avais un avis qui était biaisé par ma sœur qui trouvait ça génial. La perception que j'en avais, moi, c'était la perception de quelqu'un de candide, si on peut dire, c'est-à-dire ces grandes étendues sauvages qui t'inspirent la liberté. Et au final, tu te rends compte que même socialement ou professionnellement, t'es assez libre. Le marché de l'emploi est assez libéré. Et en plus, l'avantage dans des professions comme la mienne, c'est que autant en France il y a trop d'opticiens, autant au Québec il y en a pas assez. Donc pour moi, c'est facile de trouver du travail, de changer de travail. Et cette liberté-là, on l'a pas en France. Professionnellement, c'est plus compliqué, du moins pour mon métier, c'est plus compliqué de trouver du travail en France que de trouver du travail au Québec. Ok. Et donc justement, parce que souvent là, bien souvent sur les forums, pardon, les gens ont toujours les questions de justement financièrement, c'est quoi les différences, comment on vit. Donc j'aimerais que tu fasses un petit topo. Tu peux même donner des chiffres si tu veux, versus comment toi et ta conjointe vous viviez en France, c'est-à-dire votre niveau de vie, le niveau des rémunérations que vous aviez, versus comment est votre vie aujourd'hui. Si tu peux faire un petit comparatif pour que parce que bien souvent, tu sais, les gens ils comparent, ils mélangent les dollars avec les euros, mais de vraiment donner ta perception des choses au niveau de ta qualité de vie que tu as maintenant versus celle qui était la tienne en France. Niveau qualité de vie, moi, quoi qu'il arrive, je gagne, pour parler vraiment financièrement, mon salaire ici est bien meilleur que le salaire que j'avais en France, que ce soit quand j'avais ma société ou quand j'étais salarié. Moi, je gagne plus d'argent ici qu'en France. Pour ma conjointe, c'est un petit peu mieux. C'est pas transcendant, mais c'est un petit peu mieux. Donc, on a un niveau de vie qui est meilleur que celui qui est en France. Après, le problème, c'est que comparer, c'est toujours compliqué parce qu'il y a des choses qui sont plus chères ici. Tu prends notamment les forfaits Internet, les forfaits téléphoniques. Ah ouais, non, ouais. C'est quand même hors de prix Ah par oui, rapport à non, la non. France. Ouais. À côté de ça, l'essence c'est quand même beaucoup moins cher, l'électricité est moins chère, il n'y a pas de facture pour l'eau. Pas encore, attends, ça Donc s'en vient. ah oui, après je sais pas, peut-être que ça s'en vient. Et la bouffe, au final, moi, tout le monde me disait, ouais, tu vas voir, la bouffe, c'est super cher, la bouffe, c'est super cher. J'ai envie de dire, c'est un peu comme quand tu pars dans n'importe quel autre pays. Si tu viens au Canada et que tu veux manger français avec ton camembert président, ton saucisson et tes rillettes, ouais, ça va te coûter une fortune. Par contre, si tu manges à la mode québécoise, si on peut dire, ça te coûte moins cher. Enfin, Ouais. ça te coûte, moi, j'ai l'impression que ça me coûte le même prix qu'en France. C'est juste qu'il faut pas vouloir manger comme en France. Ah oui, non, si tu veux manger du foie gras, du vin français et ouais, comme tu as dit, du fromage et de la charcuterie française, oui, ça va te coûter une blinde ici, ça c'est sûr. Là, tu vas pleurer. Ouais. Mais après, à côté de ça, je trouve pas, justement, là, sur les forums, sur Facebook et tout, t'as des mecs qui te disent, ouais, mais moi, la bouffe, j'ai pour $500 d'épicerie par semaine. Oh, garçon. Ah non, nous, oui, on non. est deux. Et on met $200 aux 2 semaines. Moi j'ai une famille, on est 4 et c'est 800 le mois quoi. Donc je sais pas, Ouais, ça la semaine, je sais pas où est-ce qu'il va manger lui parce que à $500 d'épicerie par semaine, waouh. Ah oui, je l'ai vu passer sur des forums et tout, parce que bon, malgré le fait que ça fait bientôt 4 ans qu'on est ici, je continue à regarder un petit peu ce que disent les gens. Ouais. Et le mec te dit, ouais, mais la bouffe est chère, je m'en mets pour $500 par semaine. Ouais, oui. Je serais curieux de voir son panier d'épicerie, moi personnellement, je serais bien curieux de savoir qu'est-ce qu'il a mis dedans parce que ça me paraît énorme, quoi. Exactement. Et justement, là, quand tu parlais, on va rentrer plus spécifiquement dans ta profession. Donc, tu es opticien. Donc, j'aimerais justement que tu expliques un petit peu le processus entre le moment où tu es arrivé ici, c'est-à-dire avec ton permis en poche, et le moment où tu commences à faire ta profession. Combien de temps ça t'a pris? Tu as déjà donné les coûts, mais moi, je veux que tu expliques un peu c'est quoi que tu as dû faire exactement pour pouvoir être reconnu opticien ici, un petit peu. Alors moi déjà, je suis arrivé avec un permis jeune pro, donc malgré le fait que je sois arrivé avec un permis jeune pro, j'ai pas pu directement exercer ma
profession d'opticien quand je suis arrivé. En fait, il faut remonter un petit peu avant mon arrivée au Canada. C'est-à-dire que avant d'arriver au Canada, j'étais en contact avec l'Ordre des opticiens du Québec parce que c'est eux qui gèrent ça. Et je leur ai expliqué, voilà, j'arrive au mois de juillet, je suis opticien, comment ça se passe? Donc là, l'Ordre m'a répondu, ils m'ont dit, écoute, il n'y a pas de souci, tu peux venir au mois de juillet. Par contre, avant de faire réellement ton métier d'opticien, il faut que tu suives des cours et que tu passes des examens, donc cette fameuse équivalence. Et à l'issue de ça, si tu réussis tes examens, on te remettra le diplôme québécois d'opticien. Donc en fait, moi, je suis arrivé au mois de juillet. L'employeur chez qui j'étais à l'époque m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé à faire des petits trucs à droite, des petits trucs à gauche, mais je pouvais pas faire réellement le métier d'opticien. J'ai commencé les cours en septembre. J'avais cours à raison de une journée par semaine pendant 8 semaines. Ouais, c'est ça. Une journée par semaine pendant 8 semaines. Après, j'ai passé un examen écrit et 2 examens oraux. Donc ça, c'était donc septembre-octobre, c'était les cours. Novembre, j'ai passé les examens et je crois que j'ai eu mon diplôme le 21 novembre. Donc en fait, ça aura mis 3 mois pour suivre les cours et passer les examens. Donc ta chance, c'est que t'as pu travailler pour ton employeur le temps de pouvoir exercer ta profession. Mais ça c'est pareil, c'était convenu avec l'employeur. J'ai dit, écoutez, moi j'arrive au mois de juillet. Par contre, tant que j'ai pas mon diplôme, je peux pas exercer mon métier. Il m'a dit, ouais, il y a pas de souci. Tu feras des petits trucs à droite, à gauche, et puis quand tu auras ton diplôme québécois, à ce moment-là, tu feras ton vrai métier d'opticien chez moi, quoi. Comment tu l'as trouvé, ton employeur, justement? C'était l'employeur de ma sœur aussi, tout simplement. Ok, donc ouais. J'ai eu de la chance. Ah, en fait. t'as été chanceux. Oh, c'est bon. T'as fait ce qu'on. Ben, en fait, non, t'as pas été chanceux. T'as fait exactement ce qui se fait beaucoup ici, c'est que t'as utilisé ton réseau, tout simplement. Oui, c'est ça. En fait, c'est ma sœur. En fait, alors elle est pas du tout dans l'optique, mais elle s'est retrouvée par hasard à être gérante d'un magasin pour cette chaîne-là. Et puis je lui ai dit, écoute, finalement, moi, ça me dirait bien le Canada, donc demande à ton taulier s'il cherche pas des opticiens. Et puis il s'avère que il cherchait des opticiens, donc c'est ce qui a permis de faire ça. En plus, l'avantage, c'est que c'est pareil, là, j'ai de la chance à ce niveau-là. Comme je disais tout à l'heure, l'opticien, c'est opticienne. C'est un métier qui est assez recherché au Québec. Donc dans les grosses compagnies style, je sais pas moi, style Iris, style New Look, ils ont vraiment l'habitude d'embaucher des étrangers, que ce soit français ou autre nationalité, et ils connaissent les démarches auprès de l'immigration pour ce qui est permis jeune pro. Ils sont au courant que tu peux pas bosser en tant qu'opticien directement parce que tu dois passer ton équivalence. Donc tout ça, c'est pareil. C'est des petits détails à droite à gauche, mais qui facilitent énormément les choses au final. Mais ce que tu dis, je veux vraiment insister sur le point que tu dis par rapport au fait là par rapport au fameux réseautage, parce que c'est absolument déterminant. Ça veut dire que peu importe qui tu vas rencontrer, toi ta chance c'était que tu avais ta sœur ici, mais en ayant juste un contact au Québec, tu as pu décrocher un boulot avant même d'arriver. C'est-à-dire, c'est de par la recommandation de ta sœur, tu as pu avoir un travail, et ça, il faut le marquer au fer rouge, parce que c'est absolument déterminant, parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Et puis même au-delà de ça, maintenant, moi je vois, j'ai travaillé pour des personnes, ils passent directement des annonces sur des sites français, quoi. Ah, carrément. Ouais, carrément, ouais. Waouh, les choses ont bien changé, hein. Waouh. Tu prends nous par exemple en tant qu'opticien, on a il y a un site web merde, je sais plus comment ça s'appelle, enfin qui est dédié au monde de l'optique. Sur ce site-là, en fait, tu as une rubrique emploi, et tu as des entreprises québécoises qui postent des annonces sur ce site-là qui est français pour embaucher des opticiens français, tout simplement. Waouh, bah tu vois, là tu m'apprends quelque chose. Je pense que c'est pareil dans plein de domaines. Le mec dont je te parlais tout à l'heure, lui, il était ingénieur aéro, et puis c'est Bombardier qui est venu frapper à sa porte. Waouh, tu vois. Ouais, je savais, je sais que au niveau des infirmières, je sais qu'elles viennent directement les recruter directement en France. Ça, je le savais, mais pour opticien ou ingénieur, je l'ignorais. Tu vois, je savais que ils étaient il y a plein de boulots.
il y a plein de boulots où c'est comme ça. Mon beau-frère, lui, il est carrossier. Ouais. Pareil, il s'est fait démarcher par un recruteur. Alors lui, quand il est arrivé, il est arrivé par l'intermédiaire d'un recruteur. Donc son réseau, en fait, c'était le recruteur. Mais le recruteur est venu le chercher en France aussi, en lui disant hey, dis donc, salut Jérémy, ça te dirait pas de venir travailler au Canada, c'est vachement bien. Et finalement, Jérémy est arrivé au Canada. Ah, bah, tu vois là. Donc, il y a plein de professions où c'est comme ça, en fait. Ouais, je sais que je sais que dans le camionnage c'est un petit peu comme ça aussi, qu'on peut se faire démarcher comme ça aussi, mais c'est quand même incroyable quoi, tu vois, c'est waouh, tu m'apprends quelque chose d'intéressant. Maintenant, j'aimerais aussi parler de, tu sais, des défis, tu vois là, c'est quoi les défis que tu as dû faire face depuis que tu as immigré ici, c'est quoi les choses où tu as eu du mal à t'adapter ou que que tu te dis, moi je suis passé au travers, mais c'était quand même compliqué. C'est quoi un petit peu de ton côté que tu as trouvé un petit peu particulier, quoi? Moi, j'ai pas réellement souffert de l'adaptation, si on peut dire. Pour ma conjointe, ça a été un peu plus compliqué parce qu'elle aime pas trop le froid, alors que moi j'adore ça. Donc pour elle, l'hiver, ça a été un peu compliqué. Là, on en est au 4e. Elle commence à aimer ça. Donc c'est bien, le Canada change les gens. Sinon, moi non, le plus compliqué que j'ai trouvé, c'est vraiment, comme on en parlait tout à l'heure, c'est la résidence permanente. Ça, c'est vrai que c'est... Alors, c'est pas compliqué dans le sens démarche à faire, parce que bon, les papiers qu'il faut remplir sont chiants. Mais bon, il faut en passer par là, mais ça se fait si tu te concentres un petit peu, si tu fais attention, tu arrives à remplir les papiers correctement. Le plus embêtant, c'est surtout l'attente, en fait. L'attente pendant 2 ans, tu sais pas si ça va passer, tu sais pas si ça va pas passer. Donc ça, moralement, ça peut être fatigant. Ouais, effectivement, souvent les gens se rendent pas compte, c'est que là on voit un petit peu ce que pour ceux qui vivent en région parisienne, là, ceux qui attendent à la préfecture, les gens avec des titres de séjour qui attendent à la préfecture pour renouveler leurs papiers, parce que nous, vu qu'on est français, tu vois, nous on se rend pas compte, mais quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes des immigrants, là on se rend compte du processus, des démarches, et que c'est du stress, de l'attente, et ça met en stand-by des projets personnels ou quoi, parce qu'on attend de savoir notre situation bien souvent, parce que bien souvent sur les forums, là c'est encore pour répondre à beaucoup de questions que je reçois, souvent les gens me disent, ils donnent leur profession, ils disent voilà, est-ce qu'on recherche dans ce secteur d'activité ou quoi, et ils négligent absolument le primordial, c'est-à-dire le visa. Mais les gens ne se rendent pas compte en fait de ça. C'est-à-dire que le plus dur là je réponds à beaucoup de questions pour ça, c'est que le plus dur en fait, c'est pas de savoir si vous allez trouver du boulot dans votre profession, mais c'est d'avoir un visa pour venir ici de manière légale. Le plus gros défi que les gens ont à faire, c'est d'avoir un visa. Une fois que les gens ils sont ici, une fois que t'es ici, c'est beaucoup plus facile, parce que de faire les démarches de France, d'attendre, etc., avec le décalage horaire, passer des coups de fil, ça peut s'avérer compliqué, mais le plus dur, c'est d'obtenir un visa. Le plus dur, c'est d'obtenir le visa, et puis après, si t'envisages de rester, c'est enclencher le processus CSQ plus RP. C'est comme souvent en fait, le plus compliqué c'est l'administration. Ouais, c'est ça, mais encore ça va, l'administration du Québec, disons, n'a pas, disons c'est une grosse machine aussi, mais elle fonctionne quand même un petit peu mieux que la grosse machine en France. Ça fonctionne un peu mieux qu'en France. Alors, il y a une chose que j'apprécie énormément, et puis là je peux encore en témoigner, parce qu'on a été il y a pas longtemps justement à Service Canada, là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi pour le... C'est pourquoi? C'était pour le numéro NAS. C'est Service Canada. Ouais, c'est Service Canada, ça. Service Canada. Il y a une chose que moi j'adore. Alors après, j'ai peut-être du bol, mais je suis toujours tombé sur des gens gentils. Non, c'est quelque chose de courant. Ça, Parce que je me rappelle les démarches administratives en France, non seulement c'est chiant, mais une fois sur deux, tu tombes soit sur quelqu'un qui fait la gueule, soit sur quelqu'un qui sait pas comment il faut faire. Ça me saoule. Ici, je suis toujours tombé sur des gens gentils, et c'est super agréable, quoi. Ouais, ça change. Effectivement, c'est surprenant. Je sais, j'ai dû refaire
Petite anecdote perso, j'ai dû refaire mon passeport parce que je l'avais perdu et je peux te dire que la flexibilité, tout ça, non, parce que bon, j'ai pas réussi à avoir des délais de réponse pour Montréal, donc j'ai dû aller 2 fois à Québec pour aller le faire et pour aller le récupérer. Ils ont même pas été capables de me l'envoyer à la maison. Enfin, c'était compliqué. Enfin bref, ouais. Donc, c'est titre d'exemple quoi. Ouais. Et justement là, par rapport à ça, donc tu disais l'hiver, toi tu le vis bien, ta conjointe un peu moins, mais elle commence à aimer ça. Donc pour toi c'est pas parce que souvent les raisons qui font que les gens ils se barrent au bout d'un certain temps, c'est ils en peuvent plus de l'hiver et tout ça. Donc là toi pour l'instant, c'est ton 4e hiver, t'es correct avec ça toi. Ah ouais, je suis très très correct, y a pas de souci. Moi, j'ai toujours aimé le froid, la neige, le vent, la tempête, et j'ai jamais aimé le soleil et la chaleur. Donc, t'es content alors. Aujourd'hui, tu dois être content toi aujourd'hui là. Hein, quand j'étais en France, donc j'habitais pas loin des Pyrénées, et puis dès que je pouvais partir à la montagne, que ce soit pour marcher dans la neige ou faire des randos ou faire du ski, j'étais dans la neige quoi, hein, sans problème. Waouh. Bah, tu vois, tu dois être gâté ici, là, c'est bon. Bon, il n'y a pas les Pyrénées ici, là, mais tu vas être gâté avec la neige, là, ici. Une journée comme aujourd'hui, moi, je suis au paradis. Hein, il faut déneiger la voiture. Ouais. Le seul truc ici, il y a un point négatif, si on doit vraiment parler des points négatifs ici, c'est quand il faut enlever la neige pour faire sa place pour se stationner. Ça, c'est casse-couille. Ah, ouais, effectivement, ouais. Il faut avoir la pelle. Il faut avoir une pelle dans la voiture. Quand tu rentres du boulot, que tu arrives devant chez toi et que la seule place, il y a 50 cm de neige et qu'il faut enlever 50 cm de neige pour te faire ta place, j'avoue, ça c'est un peu chiant. Ou la même chose pour sortir quand les gars du déneigement ont complètement enseveli ta bagnole sous la neige, quoi. La même chose pour sortir, ouais. Et donc, j'ai encore 2 petites questions pour toi. Comment tu qualifierais ton expérience d'immigration là, si tu pouvais la qualifier en une phrase, en un mot, enfin comment tu pourrais si tu devais faire un petit bilan enrichissante. OK. Tu peux parce que la langue a beau être la même, les mentalités sont pas les mêmes. Donc tu rencontres des gens qui pensent différemment et puis même professionnellement, le métier est pas exactement le même. Il y a des choses que je pouvais faire en France que j'ai pas le droit de faire ici, mais l'inverse est vrai, il y a des choses que j'avais pas le droit de faire en France et que j'ai le droit de faire ici. Donc même professionnellement, ça c'est géré différemment, je fais les choses différemment, je fais de nouvelles choses. Donc c'est vraiment enrichissant, ouais. Et et si tu avais un conseil à donner à ta version de toi il y a 3 ans, basé maintenant sur l'expérience que tu as acquise au cours de ces 3 ans et demi, c'est quoi le conseil que tu donnerais? C'est bien se préparer. Parce que le processus d'immigration peut être compliqué. Donc il faut mettre toutes les cartes de son côté et puis bien se préparer avant d'arriver, savoir exactement où on met les pieds, essayer d'avoir un maximum d'infos, que ce soit au niveau de l'ordre, si ton métier est géré par un ordre, au niveau des services d'immigration pour que ton process se passe bien et que tu sois pas emmerdé à tomber en statut implicite, tout ce genre de choses-là. Donc vraiment, la chose la plus importante, c'est vraiment de bien se préparer avant d'arriver, quoi. Ouais, et puis ma dernière question pour toi, parce que malheureusement, je pensais jamais pouvoir devoir poser ce genre de questions, mais vu qu'on est en pleine pandémie de Covid-19, que bon, il y a la peur à tous les niveaux, comment justement toi tu vis, qu'est-ce qui se passe actuellement? Parce que comme au moment où on enregistre, on est encore en couvre-feu, c'est-à-dire le soir, on n'a pas le droit de sortir de chez nous de 20h à 5h du matin. Comment toi tu vis justement le fait que les restos sont fermés, que en gros tout est fermé quoi, en grosso modo les restos, les bars, les cinémas, les lieux où on peut se rencontrer, discuter avec des gens, etc., etc. Comment vous vivez cela vous? Ça nous manque parce qu'on aime bien aller au resto en amoureux, donc ça nous manque. Après voilà, on se dit aussi que malheureusement c'est un mauvais moment à passer. Que j'en ai plein le cul d'entendre des gens se plaindre et dire qu'on est en guerre, parce que non, on n'est pas en guerre. Ouais, le couvre-feu c'est chiant, ouais, les restos fermés c'est chiant, mais je pense que prendre un fusil et partir au front en 1940, c'était un peu plus chiant que de rester à la maison parce qu'il y a un couvre-feu.
Mais ouais, Voilà. mais les mots n'ont plus de sens aujourd'hui. C'est-à-dire, on utilise des mots qui sont complètement, enfin, ils sont, ouais, là-dessus, c'est carrément, ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Donc, C'est qu'on utilise des mots qui ont absolument rien à voir avec ce c'est qu'ils ça. veulent dire, en gros. Donc, oui, bien sûr que c'est pénible de pas pouvoir sortir de chez soi comme on veut, de pas aller au resto, de pas aller au cinéma, de pas partir en vacances parce que là, normalement, en septembre dernier, on était prévu, ma belle-mère devait nous rejoindre au Canada et puis on était prévu partir une semaine à New York. Bon, bah, évidemment, ça s'est pas fait. Ouais, c'est chiant. Mais je veux dire, au final, c'est que des vacances. Et puis, si tu le fais pas cette année, tu le feras l'année prochaine ou l'année d'après. L'année d'après, exactement. Je veux dire, t'es pas mort, les avions continueront de voler, les restaurants finiront par ouvrir, New York va pas s'effondrer. C'est chiant. C'est pas la guerre, en gros, quoi. Reporté, en fait. Ouais, voilà, c'est pas la guerre, quoi. Ouais, effectivement. Non, mais c'est vrai, c'est qu'on met plus en perspective ce qui se passe actuellement et c'est un petit peu dommage, mais au moins à travers ça, c'est bien que, tu vois, parce que moi, tu sais, comme toi, je regarde ce qui se passe en France, mais d'un œil différent, et des fois, moi, je me dis, ah ouais, non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, tu vois, je me dis, mais en fait, calmez-vous, quoi. Enfin, tu vois, t'es quand même relax, quoi. Certains ont tendance à aller trop loin, ouais, peut-être. Ouais. Ben on va conclure là-dessus. Écoute, ben je te remercie de m'avoir donné une deuxième chance. J'espère que tout va bien se passer. C'était avec grand plaisir. Et ben donc si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à liker la page du podcast sur Facebook. Et puis le podcast, il sera disponible sur toutes les plateformes de podcasts qui se respectent. Hein. Donc vous tapez Friendship Podcast et vous allez trouver les diverses émissions que j'ai fait déjà au préalable. Donc je vous remercie d'écouter ça. Je suis même étonné qu'il y a vraiment des gens qui écoutent, hein, parce que je fais ça juste pour moi en général. Là, non, je déconne, mais je suis quand même content qu'il y ait des gens qui écoutent. Donc ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Je ne sais pas quand, parce que les gens, c'est difficile de les faire parler. Donc portez-vous bien et faites attention à vous. Merci. À la prochaine. Bye bye.